Bonjour à tous. Peut-être qu'on peut faire un petit rapide, une petite présentation de qui nous sommes avant de lancer le webinaire en tant que tel. Donc, enchantée, je suis Lucie Albagnac-Ricard, je suis directrice des affaires médicales au centre hospitalier de Valenciennes. Je suis sortie de l'école il y a maintenant 6 mois. Et donc, je suis secrétaire nationale de la catégorie DH au SMPS. Donc, on va présenter avec Arthur, Émilie, Louis. Donc, si vous voulez vous présenter. Je prends le relais. Donc bonjour à tous, moi c'est Émilie Granet, je suis sortie de l'école en tant que D3S l'année dernière, au mois de janvier, et je suis directrice adjointe de la coordination médico-sociale et directrice des secrétariats médicaux au CHU de Poitiers. Bonjour tout le monde, Arthur Goudard, futur dans 3 jours, directeur adjoint aux affaires médicales et à la recherche du CHU de Besançon, sorti en janvier 2023 comme Émilie au CHU de Caen. Louis, peut-être si tu veux te présenter et Ah bah après on oui. attaque. Donc Louis-Vladimir van der Merchen, sorti en 2019 de l'EHESP, directeur d'hôpital, et actuellement délégué national du SMPS. Donc, ce webinaire a pour objectif voilà, de répondre à toutes les questions que vous aurez sur le processus des affectations et de la prise de poste. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les noter et on y répondra en deuxième partie de webinaire. Donc, on va dérouler la présentation et puis on prendra les questions à la fin, voilà, pour pouvoir avoir un petit temps d'échange entre nous. Donc, n'hésitez pas à les noter, on prendra vraiment le temps d'y répondre par la suite. Je ne sais plus qui commence, je crois que c'est toi, Émilie, donc je te laisse la parole. Alors, on va commencer par vous présenter peut-être, parce que ça vous parle peut-être pas, le collectif des jeunes managers de santé du SMPS. Louis, c'est la slide d'après. Alors, le collectif des jeunes managers de santé, il a été créé en 2021 avec pour objectif de répondre aux attentes spécifiques des jeunes managers. Et donc, il est composé d'anciens directeurs, donc D3S, directeurs d'hôpitaux et directeurs des soins, ainsi que d'élèves de l'EHESP qui souhaitent s'investir dans les travaux du collectif. Les objectifs et les travaux du collectif des jeunes managers de santé, ils sont divers. Tout d'abord, soutenir les futurs et les nouveaux collègues à travers des travaux collectifs, du partage d'informations, des conseils entre pairs et un accompagnement individuel. Et on organise notamment une visio par mois avec Arthur pour pouvoir justement échanger sur différents sujets et sur les projets du collectif. Le deuxième objectif du collectif, c'est d'animer un réseau de collègues et donc de créer véritablement une cohésion au niveau des jeunes managers de santé et également au sein des régions. Alors, on en échangera à la fin, mais on a aussi des référents régionaux, jeunes managers de santé au niveau régional. Et le troisième objectif, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est de produire des livrables et des analyses à destination des futurs collègues, à la fois les collègues en poste et les élèves qui sont présents à l'école. Et donc aujourd'hui, on vous présente notre procédure et notre guide dont nous sommes fiers sur l'affectation et la prise de poste. Merci Émilie, je vais prendre le relais du coup pour vous présenter comment ça se passe au niveau de la recherche d'affectation. Donc d'abord, gardez en tête, déjà on est très content de pouvoir vous présenter ça. En plus, vous êtes nombreux, c'est parce que je pense qu'il y a un besoin. Parce que moi, j'aurais bien aimé avoir une présentation en juin. L'idée, c'est que vous puissiez aborder le plus sereinement possible la procédure d'affectation. L'idée, c'est pas non plus de vous pourrir vos vacances, hein, mais c'est dès maintenant que ça se prépare, parce que la procédure d'affectation, ça se prépare dès avant les vacances. En fait, je vais vous expliquer pourquoi juste après. L'idée, c'est de vous donner toutes les billes théoriques. Il y a plein de règles tacites, et au sein des JMS, justement, on prend connaissance de ces règles tacites, on essaie de les maîtriser, mais aussi de les écrire et de vous les donner, parce que c'est autant de billes qui font que ça va vous permettre d'avoir un accès égal à l'info, et c'est toujours intéressant de pouvoir en échanger avec vous.
Deux choses à retenir, donc, évidemment, c'est surtout de la pratique, c'est surtout des entretiens, c'est surtout du savoir-être, mais il y a une grande dimension théorique à cette recherche d'affectation. Et c'est en échangeant aujourd'hui qu'on s'en sort, qu'on devient meilleur et surtout qu'on voit ce qui nous attend. Louis, si tu veux bien passer à la slide d'après, je vais vous présenter un peu le calendrier de manière macro de la procédure d'affectation. Alors, les dates ne sont pas, il me semble, exactes au calendrier 2024, mais ça vous donne tout à fait les ordres de grandeur qui sont ceux de la procédure d'affectation. Ça se prépare, comme je vous le disais, je vais y revenir dès la fin du stage long. Donc, dès maintenant, vous avez des choses auxquelles penser. Ça ne vous prend pas un temps de fou, ça ne doit pas vous prendre une charge mentale de fou, ça ne doit pas vous fatiguer. Mais dès maintenant, il faut penser à certains trucs pour la procédure d'affectation. Il y a la phase de publication des postes qui là, c'est le moment où vos DNA vous font remonter les postes qui sont disponibles. Une partie de ces postes sera déjà fléchée. Normalement, vous aurez le nom de la personne qui est déjà sélectionnée en face. On vous conseille de jouer la carte de la solidarité là-dessus, c'est-à-dire c'est pas grave d'être fléché. Ça arrive même qu'on puisse être fléché sur un établissement où on n'était pas. On considère que voilà, ça arrivera toujours parce que qui va dire non à un DG qui lui propose un poste qui l'intéresse en échappant à la procédure d'affectation. Par contre, l'important, c'est d'être solidaire avec vos collègues et de ne pas les faire se déplacer pour rien sur des entretiens et de bien les tenir informés. Ça, c'est au niveau de la publication des postes. Chaque année, en tout cas, je parle pour DH, mais il y a à peu près un tiers des postes qui sont fléchés. En gros, ça bouge pas trop. Ensuite, vous avez une période qui est assez short, en fait, qui s'étend tout le long de la procédure d'affectation, mais vos candidatures qui vont le plus compter, ce sont celles que vous enverrez le plus rapidement possible. Donc là, on a mis en termes indicatifs du 1er septembre au 5 septembre. Donc, c'est les candidatures que vous enverrez tout au début. On va vous expliquer comment préparer tout ça et comment, sur les 120 plus postes qui sortent maintenant chaque année, comment je choisis ceux qui m'intéressent le plus et surtout comment je mobilise mon énergie sans perdre trop de chance. Ensuite, la procédure d'affectation débute, c'est-à-dire que c'est là que les entretiens commencent. Il y a une fenêtre qui est ouverte pendant à peu près 2 semaines. Normalement, la fin de la procédure, c'est au bout de 2 à 3 semaines. En général, la plupart du monde trouve chaussure à son pied. Ça peut arriver qu'on ne trouve pas chaussure à son pied. Et là, soit vous pouvez vous rapprocher de la filière pour avoir des infos, mais aussi on est là, et ça vous verrez que c'est un message qu'on va pas mal vous marteler, on est là ainsi que les collègues des autres syndicats pour vous accompagner s'il y a un souci à ce niveau-là. Ce qui est important, si vous n'avez pas de poste à la fin de la procédure, c'est de pouvoir en parler et qu'on puisse vous aiguiller. Et ensuite, on enchaîne, et ça c'est important de le voir, tout de suite sur le début de la spécialisation. Donc c'est vraiment une période, en fait, souvent après les vacances ou après la période estivale qui est plus calme, où ça turbine. Juste pour vous parler de comment fonctionne un entretien, si Louis, tu veux bien passer la slide. Après, on va revenir sur chaque étape, hein, bien sûr, pour vous expliquer comment ça marche. Ce qui est important de voir, c'est qu'une candidature, ça commence à l'envoi de la candidature. Ça se matérialise normalement par un entretien. En tout cas, ça va prendre de l'importance à partir de l'entretien et que ça ne se termine vraiment qu'à partir du moment où vous recevez le mail de validation CNG. Dans le guide qui est à votre disposition, on a mis un exemple de réponse, mais c'est un mail du CNG qui vous dit je vous confirme par cet arrêté que vous serez nommé à compter du 1er janvier en poste. Entre les deux, il peut se passer tout un tas de choses. Et il y a plusieurs choses importantes à retenir. C'est que déjà, la plupart des DG vont vouloir aller vite après l'entretien. Je vais revenir sur ça après. Et que aussi, sauf cas de force majeure, si vous êtes pris quelque part, vous allez recevoir un appel du DG ou du DGA qui va vous dire vous êtes pris. Et que si, et c'est pour ça qu'on a mis validation CNG au dernier moment, si la procédure ne prend réellement fin qu'à partir du moment où vous avez la validation CNG du poste, qui veut dire que pour le coup, vous êtes réellement pris sur le poste et qu'il n'y a plus aucun risque pour vous, les recherches s'arrêtent, par contre, sauf cas de force majeure, à partir du moment où vous donnez une décision favorable lors de l'appel du DG. Je reviendrai dessus après, mais c'est pour vous mettre en tête que ça peut durer un certain temps. Pour débunker quelques mythes qu'il y a autour de la procédure d'affectation. C'est très important et je crois que votre filière a pu vous passer le message, mais c'est très important.
en tout cas, du moins pour les DH, c'est un mythe qui a la peau dure. C'est faux de penser que la sélection ne se fait que sur le type d'établissement. CHU, CH, on entend souvent, si j'ai pas fait de stage en CHU, je pourrais pas aller en CH réciproquement. C'est totalement faux et on le voit. La seule situation où votre établissement d'origine va influencer sur votre établissement d'arrivée, c'est bien sûr quand vous êtes fléché. Dans le reste des cas, il faut candidater, c'est important, selon ses critères à soi, qui peuvent être le type d'établissement, la ville, qui peuvent être des critères de rapprochement familiaux, qui peuvent être des critères de type de poste, DAF, DRH, DAM, directeur d'établissement quand on est des 3S ou pas. Et ça, c'est important de l'avoir en tête qu'il faut candidater partout où ça nous intéresse. Aussi par rapport au rapport avec les postes fléchés, moi j'entendais pas mal de fois dans ma promotion, ah ben je suis pas fléché, c'est peut-être que j'ai pas été bon, ou à l'inverse, bah, j'ai été fléché parce que j'ai été bon. En vrai, qu'on nous propose un poste fléché, c'est une marque de confiance, c'est vrai, mais l'inverse, la réciproque n'est pas du tout vrai, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on n'est pas fléché qu'on n'a pas fait du bon taf, et c'est l'évaluation avec les collègues qui va déterminer si on a fait du bon taf, évaluation qui se produit à la fin du stage long. Vous comprenez pourquoi dès maintenant on vous donne des billes. On ne risque pas toute sa carrière sur un premier poste. Ça arrive très fréquemment qu'on bouge rapidement après un premier poste, soit parce que ça se passait mal, soit parce on a d'autres opportunités, etc. Le premier poste ne jouit pas du même statut que les autres postes au vu des recruteurs potentiels suivants. Par contre, attention, les métiers auxquels nous aspirons tous et que nous exerçons tous sont des métiers très demandants et il ne faut pas se braquer sur son premier poste et tout peut arriver et c'est pas grave si on n'a pas son premier choix. Par contre, il faut faire attention justement avec les conseils qu'on va vous donner sur comment je le choisis parce que le premier poste, on y passe un certain temps quand même. Et enfin, la procédure d'affectation, c'est pas du tout les DG qui sont rois. Alors évidemment, c'est eux qui choisissent in fine, mais au niveau de la sélection, c'est aussi vous qui choisissez vos établissements et ça, on trouvait important de le dire un peu dans les mythes qu'il y a autour de la procédure d'affectation. Maintenant, je vais revenir étape par étape sur les conseils à vous donner pendant la procédure d'affectation. Ces conseils, ils sont issus de conseils qu'on a pu nous donner à nous, à ceux qui ont rédigé le guide, mais aussi, bien sûr, de comment on le ressent. Et il y a des conseils qui sont plutôt admis et qu'on l'espère vous retrouverez, notamment avec vos collègues de stage long, qui pour le coup peuvent être des relais intéressants et vous donner pas mal de billes aussi, donc n'hésitez pas à les solliciter. En effet, dès avant la procédure d'affectation, il est important que vous capitalisiez sur votre lieu de stage. Pourquoi? Parce que vous évoluez avec des collègues qui ont en général un point de vue assez bienveillant sur vous quand vous êtes élève. Enfin, c'est un positionnement qui est intéressant, on apprend plein de trucs, on est parfois plus dans le cœur de la matrice, aussi auprès des collègues, et on a un positionnement qui fait qu'on a droit à l'erreur, qu'on peut apprendre, qui change pas mal justement à la prise de poste. Avec ses collègues du stage long, c'est important. Là, normalement, vous arrivez à la période, il va y avoir les dernières instances, vous devez remplir votre petite feuille d'évaluation si ça n'a pas changé avec chacun des collègues qui vous a donné une mission. On vous conseille de leur mettre dans la tête un peu les dates de votre procédure d'affectation pour plusieurs raisons. Un, c'est l'occasion d'avoir d'avoir leurs conseils sur eux, comment ils ont vécu leur procédure d'affectation, sur ce qu'au vu de votre profil, au vu de ce qu'ils ont travaillé avec vous, qu'est-ce qu'ils peuvent vous conseiller, là où ils vous projettent très bien, etc. Ça vous donne une première vue. Et aussi parce que c'est important de pouvoir capitaliser. Par exemple, si vous candidatez dans un établissement où vous ne connaissez personne, potentiellement vos collègues connaissent un peu comment ça marche, connaissent les gens, et là pourront vous dire, cette personne, c'est quelqu'un avec qui j'ai apprécié de travailler, cette personne au travail, elle est comme ça. Et ça, c'est très important d'avoir des billes, parce que comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est aussi vous qui choisissez l'établissement. Et donc, notamment, une fois que vous voyez la liste, et c'est pour ça que dès avant, alors que là, vous n'avez pas la liste, mais dès avant, il faut que vous sensibilisiez vos collègues actuels sur quand est votre procédure. L'idée, c'est de pouvoir qu'ils vous disent, reviens en septembre ou envoie-moi par mail la liste et je te donne mes conseils, je te donne ce que je sais de ce poste, etc., etc. Et puis, par exemple, si vous avez une mission DAF qui s'est bien passée et que vous candidatez sur DAF, en termes de potion, on peut vous donner des conseils. Jouer les règles du jeu de la sélection mutuelle, donc c'est ce qu'on vous disait, il faut rester réglo à toutes les étapes. Avec les syndicats, du coup, on reste là pour vous conseiller.
Et enfin, entre vous, le conseil qu'on vous donnerait, c'est, alors là, vous avez encore l'été, je crois que vous avez des regroupements qui vont encore se faire, etc. Donc, profitez de votre vie de promotion si c'est le cas et si je ne fais pas d'erreur. Par contre, pendant la période elle-même, moi, je vous conseillerais, enfin, on vous conseille de ne pas trop en dire, de ne pas informer les gens en temps réel de ce que vous faites. On a tous nos groupes WhatsApp, nos groupes, etc. Mais c'est surtout le moyen de se stresser mutuellement. Et il vaut mieux être dans votre truc parce que vous verrez que des sources de stress, vous en aurez assez pendant la procédure en elle-même. Donc, c'est pour ça, abordez-la la plus sereinement possible et ne vous polluez pas avec des informations inutiles. Vous pouvez déjà commencer à préparer un CV et des lettres de motivation. Pour ceux qui ont déjà la chance d'être adhérents au SMPS, on se propose de vous les relire avec plaisir, mais vous pouvez aussi les faire relire par vos collègues de stage long notamment. Et enfin, ça c'est plus pour les conseils pendant la procédure d'affectation, c'est qu'il y a une manière très particulière de préparer chaque entretien. Et peut-être on peut passer juste à la slide d'après, parce que pendant la procédure d'affectation, tout va très vite. C'est ça qu'il faut vraiment reconnaître et savoir, c'est que tout va très vite, ça se joue. On n'est pas à 2 heures près, mais on est à du 24 heures près assez facilement. Et pour ça, il faut être stratégique. Qu'est-ce qui va vous permettre d'être stratégique? C'est pouvoir raisonner avec des niveaux d'information incomplets. Vous aurez des informations qui seront incomplètes. Et du coup, pour vous, il faut que vous vous persuadiez que vous prenez des décisions rationnelles. Pour ça, je vais vous montrer après une matrice de décision qu'on vous propose qui est vraiment très efficace. Mais ce qui est vraiment fondamental, c'est de savoir où diriger votre énergie. Et où diriger votre énergie, je vous donne la réponse. C'est d'abord de candidater dans les établissements sur la liste qui vous intéressent en premier et deuxième choix. C'est-à-dire, dans un premier temps, mettre peut-être de côté les troisièmes choix parce que ça ne sert à rien de candidater à 60 établissements. Par contre, une vingtaine, 25 candidatures, c'est un nombre qui peut être atteint parce que déjà, il y en a qui ne vont pas vous répondre au premier moment. Et puis ensuite, il ne faut pas se dire qu'on aura forcément l'établissement de ses rêves. Ça, c'est le meilleur moyen d'être déçu. Et c'est pour ça que c'est pas forcément savoir oui ou non, mais savoir quel établissement je vais préférer par rapport à un autre. Et ça, c'est intéressant de le pondérer objectivement selon vos critères. Sur ces établissements, vous faites le choix de candidater. Moi, je vous conseille, comme voilà, moi par exemple, j'avais candidaté à une quinzaine d'établissements où je savais que ces établissements, dans un premier temps, si j'étais pris, j'avais de fortes chances d'y aller. Après, j'étais très au clair sur quels établissements m'intéressaient plus que d'autres. Ça, c'est très important et ça doit être la constante. Pour chacun de ces entretiens, vous allez envoyer la lettre de motivation, votre CV. On vous conseille vraiment d'individualiser, même si on fait du traitement de stock et qu'il faut une trame de CV, de lettre de motivation. On vous conseille vraiment d'individualiser au plus possible la présentation. C'est aussi quelque chose que vous pouvez préparer soit avec nous, soit avec vos référents de stage long. Pensez évidemment aux détails pratiques, c'est bête, mais quand vous planifiez les entretiens, moi je vous conseille de ne planifier qu'un entretien par jour. Des fois, on vous propose une visio, ça peut rentrer dans la balance, mais c'est des détails très pratiques du genre est-ce que c'est faisable en train? Est-ce que je serai à l'aise pour passer cet entretien? Les secrétariats sont vos amis à ce niveau-là et c'est vraiment très important de les tenir informés, de les tenir au jus. Ce qu'on vous conseille, c'est pour chaque entretien, vous préparez votre CV, votre lettre de motivation, vous préparez une présentation parce que la plupart des DG, ils verront 5-6 candidats dans le même jour, voire 10 dans la semaine. Donc, ils vous diront, bah, présentez-vous. Donc, ça, c'est une présentation type Branto. Vous présentez évidemment votre stage, etc. Vous avez la fiche de poste. La fiche de poste, c'est vraiment très, très important que vous puissiez la lire, en prendre connaissance et que vous puissiez, si besoin, l'objectiver avec nous, vos collègues de stage long. Ça, c'est très important. Comme je vous disais, le premier poste, on y passe beaucoup de temps et il faut vraiment savoir où on met les pieds. Des fois, il y a des postes trop beaux pour être vrais. Il y a à l'inverse des postes où il y a des gros flous, où on ne sait pas quel est le périmètre. L'entretien doit être le lieu où vous montrez à la fois votre connaissance de la fiche de poste à votre recruteur et à la fois où lui est en mesure de répondre à vos questions. Et enfin, le petit conseil pratique, je vais y venir parce que j'étais sur les secrétariats sont vos amis. Notez-vous bien le numéro dans votre calepin. Il faut toujours avoir un calepin pour l'entretien et toujours prendre des notes, même si
on se rend compte à la moitié que ça ne nous intéresse pas. Notez bien dans vos calepins le numéro du secrétariat DG. Personne ne pourra vous reprocher qu'un train ait 3 heures de retard. Par contre, on pourra vous reprocher de ne pas avoir prévenu que le train ait 3 heures de retard. Et dans 95% des cas, on trouve une solution. Et bien sûr, il faut gérer les transports en amont. Et ça va faire le lien avec ce que je vais vous dire pour conclure ma partie. Préparez bien les transports en amont, puisque normalement, là, vous ne savez pas ce qui va sortir. Donc, ce stress est terrible, on l'a tous vécu, etc. Mais vous savez à peu près dans quelle zone géographique va vous intéresser. Est-ce que c'est les grandes villes? Est-ce que c'est au contraire autour d'une zone géographique spécifique, typiquement autour de Grenoble, ou moi, c'est autour de Châteauroux ou rien? Eh ben, définissez-vous un camp de base. Parce que peu importe ce qui va tomber, vous pouvez déjà prévoir qu'il faut que ce soit raccordé en transport à votre lieu d'entretien. Ça, c'est important. Peut-être la slide la plus importante de ce que j'ai à vous présenter, c'est ce tableur. Donc, évidemment, tout lien avec des hôpitaux réels ou ayant existé est purement fortuit. Dans les colonnes, en fait, ce qu'il faut mettre, c'est vos différents critères. Donc là, vous voyez, il y avait intérêt pour la matière. Donc ça, c'est en fonction de est-ce que DAM, ça m'intéresse plus que DRH? Est-ce que DAF, ça m'intéresse plus que DAM, etc. Ensuite, il y a le contexte géographique et le cadre de vie. Ça, c'était vraiment par rapport à la ville. Est-ce que la ville va me plaire ou pas? Moi, je sais que dans mes critères, c'était plutôt grande ville, plutôt étudiante. Voilà. Donc, il faut ranger en fonction. Le lien avec la famille, il y a des villes où on est plus proche que la famille que d'autres. Il y en a qui ont des contraintes, qui ont des enfants. Donc ça, c'est hyper important aussi de prendre ça en compte parce que ça joue. Ça joue vraiment dans la qualité de vie et ça, on va vous le dire dans la partie sur la prise de poste. Quel lien avec les collègues? Ça, bon, vous n'avez pas forcément beaucoup d'infos à ce stade, mais déjà, faites-vous une idée du management qui est pratiqué, demandez à vos collègues de stage long, est-ce que ça pourrait matcher selon ce que tu as vu avec l'ambiance de l'équipe? Il y a beaucoup d'ambiances d'équipe différentes, donc c'est important de le tenir en compte. Le risque, c'est-à-dire si on arrive dame 1, on est plus exposé forcément que quand on est des RH3, et ça c'est vrai, les postes de 1 sont plus exposés. Les possibilités de tutorat, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des gens sur place qui pourront m'apprendre les ficelles du métier, parce que même si on a une super formation à l'EHESP, on apprend quand même vachement lors de la prise de poste. Et enfin, au niveau symbolique, c'est-à-dire est-ce que par rapport à ma trajectoire de carrière, c'est bien? Et donc là, vous voyez que je n'ai pas fait un classement en note absolue, parce que ça n'aurait pas de sens, mais j'ai fait un classement en termes de préférence. Et c'est ça et je vais finir par là, c'est ça qui est vachement important, c'est qu'à tout moment, vous soyez clair sur vos préférences. C'est-à-dire que quand vous allez avoir un appel d'un DG qui vous dit je vous prends, mais vous avez jusqu'à demain matin 9h, c'est du vécu, hein, vous avez jusqu'à demain matin 9h pour me dire oui ou non, là, votre marge de choix, elle sera très faible. C'est-à-dire, soit vous êtes sûr, ça fait partie des établissements, et du coup, là, qui était en vert, que vous êtes prêt à prendre sans sourciller, soit ça n'en fait pas partie, et là, il faut nexter direct. Parce que, encore une fois, les DG ne pourront pas vous reprocher de dire non, c'est au contraire même, mais par contre, ils pourront vous reprocher de leur faire perdre leur temps, et ça, c'est quelque chose qui peut se payer plus tard dans la procédure. Et encore une fois, si vous dites oui ou non, c'est votre décision, à part énormément de cas de force majeure, mais c'est vraiment objectivé plus, votre décision est reine et jouera pour la suite. Donc voilà, faites-vous bien ces groupes de catégories d'établissements. Là, en vert, vous avez ça m'intéresse vraiment beaucoup et si j'en ai un, j'y vais. En jaune, vous avez ça m'intéresse plus ou moins. Et en rouge, c'est soit des établissements où vous vous dites, franchement, si je suis en asymétrie d'information par rapport aux établissements en vert, je dirais non, soit voir, je ne candidate pas. Évidemment, on vous conseille de candidater à un plus grand nombre qu'il y a sur l'Excel. Et l'Excel était juste à des fins que vous fassiez une idée. Donc voilà à peu près pour la recherche d'affectation qui donc finira quand vous recevrez votre arrêté par le CNG. Voilà, donc à ce stade, après ce marathon un peu éprouvant et ce Tour de France, normalement tout le monde dans la promo a trouvé une affectation. Et donc commence la période de spécialisation. C'est une période qui est honnêtement hyper intéressante parce que tout le monde sait où il va atterrir et donc on peut enfin se projeter dans la vie d'après.
Donc, en gros, ça commence, je dirais, début octobre. Alors, je ne sais pas pour les D3S, mais pour les DH, on a le voyage de promo juste avant. Je crois que pour les D3S, ça doit être pareil aussi. Et il doit être, enfin, à 1 ou 2 semaines près, ça doit être en même temps. Oui, c'est similaire. Et donc, on part en voyage, c'est vachement sympa. Ça permet aussi de faire retomber, de refaire un peu de cohésion dans la promo après cette période vraiment stressante et où on a pu parfois être en concurrence avec les collègues, donc c'est pas forcément très agréable. On se retrouve tous dans un moment convivial au moment du voyage et ensuite on se projette sur la prise de poste pendant la période de spécialisation. Cette période, vraiment, saisissez-vous-en parce elle est vraiment, à mon sens, potentiellement très riche si vous en faites quelque chose d'intéressant. En fonction des postes que vous allez prendre, elle est plus ou moins structurée. Par exemple, moi j'étais dans l'aspect du coup d'âme. Elle fait partie des spé qui sont très structurés parce qu'on a quand même un volet théorique assez important, avec pas mal de cours encore sur les statuts médicaux et compagnie. C'est aussi le cas pour les DRH et pour les DAF. Et c'est moins le cas pour des postes style secrétaire général, style DIRCOM, directeur de la recherche, tous ces postes un peu transversaux, directeur référent de pôle, etc., qui ont des périmètres un peu plus nébuleux selon les établissements, du coup, ont des spé beaucoup moins structurés. Et du coup, je pense que c'est important de vous en saisir pour faire un peu une spé à la carte et renseignez-vous auprès des collègues actuellement en poste dans votre établissement, parlez-leur de cette période de spécialisation et demandez-leur ce qu'ils attendent de vous aussi. Par exemple, c'est vrai que moi j'ai demandé à mon chef où est-ce qu'il souhaitait que je parte en stage et il m'a dit où aller parce que il avait envie que j'aille voir tel ou tel collègue qui, à son sens, à lui, travaillait bien et donc c'est ce que j'ai fait et encore aujourd'hui je trouve que c'est hyper enrichissant parce que ça m'a permis de voir des bonnes pratiques de collègues qui du coup étaient aussi validées par mon chef. Donc voilà. Moi, pour ma part, j'ai fait 2 stages. Il y en a un qui était prévu moi dans ma maquette. C'est pas obligatoire pour les DH, pour les D3S. J'apprends que c'est obligatoire là sur les slides, mais Émilie, je te laisserai compléter pour le volet D3S. Je conseille d'en faire autant que vous pouvez ou que vous voulez parce que c'est vraiment aussi hyper enrichissant d'aller voir des collègues quand vous êtes dans une optique de prendre un poste, de voir comment ils travaillent, de prendre un petit peu leurs conseils, de leur demander comment ils interagissent. Enfin, ça peut être des choses vraiment très basiques de comment tu mènes ta réunion d'équipe du lundi, comment tu gères tes parapheurs. C'est quoi ta technique pour le régler? Donc, en fait, c'est plein de petits détails qu'on vous apprend pas forcément à l'école, mais vous pouvez bombarder ces collègues de questions. Et puis, en général, ils sont quand même assez contents de faire de la transmission. Donc, s'ils ont accepté de vous accueillir, c'est que vous ne les dérangez pas. Donc, c'est souvent assez enrichissant. Donc, il faut en profiter. Ensuite, sur le volet, du coup, plutôt académique, là, c'est pareil. C'est à vous de vous en saisir et d'en profiter pour faire des recherches, voilà, de travailler un peu la matière comme vous le souhaitez pour vous sentir à l'aise. Par exemple, moi, je ressentais vraiment très fort le besoin de me mettre à niveau sur le plan théorique parce que j'avais un peu peur de cet aspect-là. Et donc, c'est ce que j'ai fait en allant, en assistant de manière très scolaire aux cours, en faisant des petites fiches et tout, parce que ça me rassurait. Après, chacun vit la période aussi différemment. Et l'objectif, c'est surtout que ça réponde à vos besoins, à vous. Donc, si c'est du compagnonnage, allez chercher le compagnonnage. Si c'est de l'académique, allez chercher de l'académique. Et voilà. Donc, vraiment, sentez-vous très, très libre de cette période et profitez-en pour vous sentir fin prêt sur votre prise de poste parce qu'après, ça va aller très, très vite. Évidemment, c'est aussi un peu les derniers moments où on se retrouve en promo, donc profitez-en pour faire de la cohésion. Allez faire vos adieux au Pub Gal dignement. Et voilà, donc il faut pas négliger cette période-là parce qu'elle est quand même précieuse et ne soyez pas non plus, je vous conseillerais de ne pas non plus prendre votre poste avant de prendre votre poste. C'est-à-dire que certains sont tentés, alors parfois le chef peut le demander aussi, mais certains sont tentés de sauter un peu les étapes et de prendre directement le poste.
Notamment dans les petits établissements, on peut entendre que les chefs n'ont pas envie d'attendre des mois avant que leur nouvelle recrue arrive, mais profitez vraiment de cette période-là, ne grillez pas les étapes. La préparation à la prise de poste, elle est précieuse et elle vous permet vraiment d'arriver dans de bonnes conditions en janvier. Donc, je ne vous conseille pas de griller les étapes, même si j'entends que ça puisse être tentant et qu'on a très envie de passer à la suite après ces 2 ans. C'est bien normal. Donc voilà, après c'est aussi le moment effectivement d'aller se chercher un appart, si vous n'êtes pas logé par l'hôpital, de passer votre permis, enfin voilà, de faire toutes ces formalités un peu de dernière minute, parce que c'est vrai qu'en janvier, ça arrive très fort et vous avez beaucoup moins de temps pour vous occuper de tout ça. Donc voilà. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante, Louis? Voilà, donc ensuite arrive janvier, vous êtes arrivé sur votre poste. Donc là, ça va très très vite et c'est le moment voilà, de faire les choses aussi correctement parce que c'est vrai que des prises de poste, vous n'en aurez pas deux, enfin, sauf sur votre poste suivant du coup, mais il ne faut pas rater son onboarding comme on dit. Donc les premières semaines, c'est surtout de l'observation, c'est le moment où on en profite pour aller rencontrer les acteurs. On a vraiment cette carte, je suis nouveau dans l'établissement et en plus je suis un jeune directeur, donc pardonnez-moi, mais je vais vous poser plein de questions. Et il ne faut pas avoir peur de poser plein de questions. Il ne faut pas essayer de faire comme si on savait déjà ou comme si on était un vieux briscard directeur qui n'a rien à apprendre. Voilà, il n'y a absolument aucune honte à dire, mais ça, en fait, comment ça marche? Mais ça, comment vous le faites? Parce qu'en fait, d'un établissement à un autre, ça change. Et tout peut être vraiment. Enfin, personne ne vous reprochera de poser ces questions dans les premiers mois. Par contre, arrivé à 9 mois, si vous demandez comment fonctionne une instance très basique de votre établissement, bah là, on va un peu vous prendre voilà, pour quelqu'un qui débarque et qui n'a pas osé, peut-être par ego surdimensionné, poser les questions. Et souvent, on n'aime pas les directeurs voilà, qui renvoient cette image-là. C'est dommage. Donc, profitez vraiment-en pour. Voilà, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir l'air naïf et il faut poser vraiment toutes les questions qu'on a et se forcer même à poser des questions, même quand on pense à avoir compris. Se dire que en fait, on n'a pas vraiment compris et en fait, on ne comprend pas tout. Donc, il faut vraiment se forcer à faire parler les gens et à leur faire expliquer tout ce qu'il y a à expliquer. Ensuite, du coup, il faut s'organiser pour trouver une méthode de travail parce que pendant que vous êtes en train de faire le tour des popotes et de rencontrer tout le monde, bah, votre direction, elle doit quand même tourner. Donc, il faut apprendre à gérer votre boîte mail qui n'a rien à voir avec celle que vous aviez avant, apprendre à gérer les échéances, apprendre à prioriser parce qu'on va vous dire que ça, c'est super urgent et puis en fait, vous allez vous rendre compte que c'est pas forcément super urgent. Du coup, appuyez-vous vraiment sur votre équipe qui saura aussi, je pense, être patient avec vous en leur disant, bah voilà, moi, là, je sais pas vraiment évaluer si cette demande est ultra urgente. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous évaluez ça? Comment vous aviez traité ça la dernière fois? Pour arriver à gérer voilà, de manière efficace les demandes. Et puis enfin, agir. Donc là, effectivement, c'est un conseil qui est très important. Ne prenez pas de grandes décisions de restructuration de votre direction dans les premières semaines. Prenez le temps d'observer et ensuite prenez les décisions. Enfin voilà, ne changez pas tout le monde de bureau, ne virez pas ne virez pas de personnes de votre équipe dans les premières semaines. C'est important voilà, de prendre le temps d'observer avant d'agir parce que souvent on se rend compte en fait que les organisations, même si elles peuvent paraître un peu incongrues, sont quand même là pour une raison et qu'elles ne sont pas si bêtes. Donc peut-être que vous aurez envie de les garder après quelques mois d'observation ou peut-être que vous aurez envie de tout changer. Moi, ça a été un peu mon cas. Après quelques mois, je me rends compte qu'il y a des choses que j'ai envie de changer. C'était ma première intuition, mais je suis contente d'avoir pris le temps de mûrir la chose avant de le faire. Et du coup, que ce soit pas précipité, d'avoir eu le temps aussi d'en parler avec des collègues, etc., avant de le faire. Voilà, donc dites-vous bien que vous êtes là pour a priori quelques années, donc vous avez le temps de prendre vos marques. Du coup, le positionnement managérial, effectivement, ne cherchez pas à jouer un rôle. Ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur le fait de poser des questions et de ne pas faire semblant qu'on sait déjà tout parce qu'on sort de la grande école des directeurs d'hôpitaux.
franchement, les gens seront patients avec vous et cette carte-là de je viens juste d'arriver, elle marche honnêtement. Bah là, ça fait 6 mois et elle marche encore. Donc, il faut en profiter en me disant voilà, là, franchement, je ne sais pas de quoi vous me parlez, il faut m'expliquer. Je trouve que ça marche bien et les gens, au contraire, préfèrent qu'on pose vraiment les questions et qu'on cherche à réellement comprendre plutôt que quelqu'un qui va dire oui, oui, j'ai tout compris et en fait, c'est pas le cas. Donc voilà, effectivement, rester à l'écoute. Je pense qu'il ne faut pas négliger l'encadrement de l'équipe et les gens qui étaient déjà là avant, l'encadrement intermédiaire, etc. Donc il faut vraiment voilà, prendre le temps de soigner toutes ces relations-là et cette vie de bureau qui finalement bah, occupe une bonne partie de nos journées. Donc c'est mieux quand elle est très agréable. Alors ça, c'est un conseil que moi, personnellement, je n'applique pas assez, mais effectivement, il faut aller sur le terrain et déconstruire l'image du directeur enfermé dans son bureau. C'est très difficile parce que votre agenda est blindé et que vous avez des réunions tout le temps. Mais alors, une astuce qui marche plutôt bien, c'est de proposer que la réunion se fasse dans le service. Quand vous allez voir un pôle ou un service, dire bah, au lieu de vous faire venir dans mon bureau, c'est moi qui viens cette fois-ci. Et puis, comme ça vous permet aussi de vous repérer dans l'hôpital. Alors, enfin, encore une fois, j'applique très mal ce conseil parce que là, arrivé à 6 mois, il y a encore des services, je ne sais pas où ils sont dans l'hôpital. Donc, voilà, c'est chacun fait aussi comme il peut. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas forcément la bonne image de celui qui bouge pas de son fauteuil de bureau. Donc c'est vrai que c'est toujours apprécié quand on propose aussi de venir chez les gens. Alors moi personnellement, j'ai pas pu refaire un peu d'observation dans les services comme on fait comme les EDH, mais je sais que certains arrivent à le faire. Si vous y arrivez, je pense que c'est très précieux pour voir un peu les organisations de soins dans vos établissements. Mais enfin après, c'est pas forcément applicable dans tous les cas. Et puis, transparence avec vos équipes, ça, je pense que c'est hyper important d'être naturel et d'être soi, et d'avoir une vraie relation de proximité. Moi, je tiens une réunion d'équipe tous les lundis où, du coup, pendant 1 heure et demie, on fait un peu le tour de tous les sujets. Il y a vraiment tout le monde dans l'équipe. Il n'y a pas que les attachés. Il y a les gestionnaires, contrôleurs de gestion et compagnie, et tout le monde peut parler. Et c'est vraiment important pour avoir une cohésion d'équipe, d'avoir ces moments-là où on est tous ensemble à discuter et d'avoir un lien fluide. Donc ça, pour le coup, je le conseille. C'est, je pense, un des meilleurs moments de la semaine. C'est vraiment ce moment où on fait un peu le tour de tous les sujets avec mon équipe. C'est très apprécié aussi des agents parce que du coup, ils n'ont pas l'impression d'être coupés et d'avoir juste des demandes qui tombent du ciel comme ça de la part de leur directeur. Voilà, on peut passer à la suite et la conciliation vie pro, vie perso. Donc effectivement, vous allez probablement faire des grosses journées. Mais il y a une différence entre grosse journée et trop grosse journée. Il faut savoir au bout d'un moment dire, bon, bah là, moi, j'ai fait un peu le tour de ma journée et il y a des choses, je pourrais rester, la journée pourrait faire 57 heures que je n'aurais toujours pas fini mon travail. Donc, il faut savoir couper et se dire que voilà, on arrête, on rentre chez soi à 1 heure qu'on s'est fixée. Après, chacun là-dessus voit un peu midi à sa porte. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles. Ça dépend aussi de là où vous vivez, de si vous avez un temps de transport important, si vous êtes en voiture ou pas. Enfin, tous ces critères-là. Donc moi, je n'aurais pas tendance à fixer quelque chose de normatif, mais vraiment, en tout cas, écoutez-vous pour avoir un rythme qui reste soutenable. Et fixez-vous voilà, des objectifs réguliers et réalistes, parce que c'est vrai qu'on arrive, on se fixe des grandes listes, il faut que j'ai fait ça, on pense qu'on arrivera à le faire en 3 mois, et puis en fait, c'est plutôt en 9 mois. C'est pas très grave, c'est la vie, et on vous le pardonnera. Mais voilà, enfin, par contre, si vous vous mettez dans un état qui nuit à votre santé parce que vous êtes tellement investi que, bah, en fait, tout simplement, vous tombez en burn-out, bah, vous ne serez pas un meilleur directeur. Donc, ça ne sert pas à grand-chose de se mettre dans ces états-là. Et puis, évidemment, entourez-vous de vos collègues et de vos proches. Conservez une activité physique. Vraiment, à essayer de sanctuariser ce moment dans la semaine ou ces moments dans la semaine où vous vous dites, bah là, je pars à 18h30 quoi qu'il arrive, parce que j'ai rendez-vous pour aller faire du sport. C'est hyper important pour la santé mentale et physique. Et enfin voilà, personne ne vous en voudra parce que vous partiez faire du sport. Donc franchement, pas de honte à ça. Ne refusez pas de vous inscrire dans un club de sport parce que vous direz que vous n'aurez pas le temps d'y aller. Au contraire,
profitez-en pour y aller. Et je pense que c'est hyper important de maintenir ça parce que quand on reste vissé à sa chaise, en plus, on sent vite les effets du manque de sport. Voilà. Et puis, donc évidemment, nous, on reste disponible sur le collectif Jeunes Managers de Santé. Si vous avez besoin de soutien, de conseils ou d'aide, euh, enfin, peu importe le moment ou le contexte dans lequel vous serez, que vous soyez fléché ou non, que voilà, peu importe le type de poste que vous prendrez, on sera là pour vous accompagner. Donc, on peut vous proposer un accompagnement individuel, de relire votre CV, lettre de motivation, de vous donner des conseils sur les postes aussi si vous en avez besoin, de vous mettre en relation avec des membres du réseau SMPS avant votre prise de poste pour vous accueillir, etc. Donc, n'hésitez pas à adhérer également du coup, pour pouvoir nous soutenir dans cette démarche-là. Voilà, ça c'était toi, Émilie, me semble-t-il. Alors oui, pour terminer, au niveau de la présentation de l'accompagnement du collectif des jeunes managers de santé du SMPS, n'hésitez pas aussi à solliciter le réseau des référents régionaux JMS. Vous avez la petite carte qui est à la fin du guide avec les noms des référents régionaux par région. Donc vraiment, n'hésitez pas, lorsque vous allez connaître votre lieu de prise de poste, de vous référer aux référents régionaux. L'objectif de cette structuration, c'est vraiment d'accompagner les nouveaux collègues récemment arrivés dans la région, d'organiser des espaces d'échange, de faire cohésion au niveau régional, bien sûr de vous soutenir si vous êtes en difficulté lorsque vous arrivez sur votre poste. Et puis l'objectif aussi de ce collectif et de ce réseau, c'est aussi de créer du lien avec l'école et les instituts de formation des cadres de santé pour renforcer les formations et plus globalement de bien sûr créer de la cohésion en région. Donc vraiment, n'hésitez pas à solliciter les référents régionaux. Pour ma part, je suis référente régionale de la Nouvelle-Aquitaine. Donc pour ceux qui prendront leur poste en Nouvelle-Aquitaine, c'est avec plaisir qu'on pourra échanger. On va passer sur un temps de questions. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Moi, j'ai une question. Christelle, je suis en stage en Martinique. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, bonjour Ok. Christelle. Bonjour. En fait, je voudrais savoir comment ça se passe pour la période de stage dont vous avez parlé pendant la période de spécialisation. C'est-à-dire qu'en fait, là, il faut à nouveau demander à l'EHESP des conventions de stage, etc. Ou alors ça se fait de manière assez libre. Alors, il y a des conventions de stage qui sont proposées, qui sont des conventions en fait pré-remplies et simplifiées. Vous la mettez concrètement dans votre sac avant de partir et vous la faites signer à la personne qui vous accueille. Enfin, après, c'est vraiment à la carte, mais moi, mes deux stages ont fait une semaine et j'ai fait signer à la personne qui m'a accueilli de manière très très simple. Et ça permet aussi du coup d'avoir la prise en charge de l'EHESP pour les frais de transport et de toucher les indemnités de stage si vous êtes concerné. Donc, Ok, c'est vraiment c'était ma question suivante. Ok. ouais. Ouais, ouais. Et du coup, nous, la filière nous avait, alors je sais pas pour les D3S et je sais pas si c'est encore valable du coup pour les DH, donc renseignez-vous. Ça dépend en fait du nombre de semaines que vous avez eu en stage pendant le stage long et le stage court, mais en gros, le nombre de semaines de stage rémunérées est fixé par décret. Et si jamais au bout de vos stages d'observation et de vos stages extérieurs et de vos stages longs, il reste encore des semaines sur ce décret, le HESP a la possibilité de vous financer des semaines supplémentaires. Donc, ça dépend. Je sais que les maquettes ont bougé depuis mon année, donc j'espère qu'il vous reste au moins 2 semaines rémunérées. Et à ce moment-là, il ne faut pas hésiter à s'en saisir. Très bien, merci. Elliot, tu avais une question. Oui, bonjour à tous, vous m'entendez? Très Oui, bien. on t'entend très bien. Déjà, merci pour la visio. Et je voulais savoir, dans la mesure où effectivement la vitesse est importante quand on candidate, quelle marge de manœuvre on a pour placer ces entretiens les uns par rapport aux autres? Est-ce que quand un DG nous contacte, c'est bon, il nous propose une date et on n'a pas trop le choix que d'accepter? Ou est-ce qu'on peut essayer de jouer la carte un peu de les goupiller de façon à ce que on ait nos établissements préférés en premier voilà, pour essayer de jouer un peu là-dessus? C'est une bonne question. J'ai pas de réponse directe à te faire. Moi, ce que je te conseille, c'est déjà avoir en tête bien les établissements que tu préfères, etc. Mais ça fait partie de ta question.
les éléments que tu peux utiliser, sur les premiers, tu perds rien à les. C'est-à-dire que si la personne te propose, on va dire, on imagine qu'elle t'appelle le premier lundi, le secrétariat t'appelle le premier lundi, s'il te propose mardi et que tu n'as rien d'autre, bah, prends le mardi, tu vois. Après, une fois que tu as plusieurs entretiens, c'est tout à fait concevable que tu dises, bah, excusez-moi, j'ai déjà quelque chose, est-ce qu'on peut plutôt essayer de le positionner à cette date, ou tu dis, est-ce que vous avez d'autres dates et j'essaie de m'organiser. En général, ils vont avoir un ou deux créneaux à te proposer, pas beaucoup plus. Après, moi, je déconseillerais de. Comment? Soit tu n'as pas candidaté à l'établissement parce qu'il ne faisait pas partie de tes priorités et que tu te dis de toute façon à quoi bon. Soit tu as candidaté et là, donne-toi une chance parce que tu pourras toujours regretter d'avoir dit non alors que tu avais plein de créneaux ou d'avoir repoussé un entretien d'un poste un peu intéressant alors que tu regretteras jamais d'y être allé, enfin, concrètement. Et si tu as un appel, autant accepter d'abord. Et si tu as un appel d'un poste plus important où ils ont que ce créneau-là, là, tu rappelles le poste qui te plaît un peu moins et tu dis, excusez-moi, j'ai un contretemps, est-ce que vous avez d'autres dates à me proposer? Sachant qu'après, si la personne te dit non, bah, du coup, tu seras bloqué et il faudra que tu fasses un choix. Mais d'où l'importance d'avoir tes choix un peu clairs. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question. Mais Si, là, c'est très. si la question simplement, c'est est-ce que je peux dire à un secrétaire ADG, non, désolé, cette date ne m'arrange pas trop, est-ce que je peux en avoir une autre? Tu peux tout à fait. Très bien, merci beaucoup. Peut-être pour compléter la réponse, Clément Tribalo, je suis secrétaire national DH du SMPS. Dire que en fait les secrétariats, enfin les directeurs en fait font comme pour tous les autres recrutements, ils balisent des plages, des demi-journées ou des journées pour organiser le recrutement, et donc forcément il y a une logistique spécifique et des temps dédiés pour la phase de recrutement. Donc c'est pour cette raison il peut y avoir un peu de souplesse, mais pas une totale souplesse non plus, puisque bien évidemment, les directeurs font autre chose aussi que faire le recrutement des élèves directeurs. Donc, ça peut se tenter de négocier un peu des dates, mais après, si vous n'avez pas trop de marge de manœuvre, bah, il faut accepter les dates aussi qui vous sont proposées et pas jouer trop le forcing non plus, parce que ça pourrait être mal perçu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vraiment, n'hésitez pas, on est là pour. Là, je suppose que la présentation a levé pas mal de questions, mais on est vraiment là pour essayer d'y répondre un maximum. Donc, profitez-en. Alors oui, j'ai une question, mais j'arrive pas à lever la main. Je vais parler Acceptez quand même, vas-y. Merci. Merci déjà pour cette visio. J'avais une question sur si notre stage était plutôt orienté avec des missions sur telle direction et qu'on fait un entretien pour un poste qui est pas du tout en lien avec ce qu'on a fait le plus en stage. Admettons que j'ai fait plus de missions DRH parce que ma tutrice était la DRH et que je fais un entretien pour un poste de DAF. Est-ce que ça peut nous porter préjudice? Et sinon, comment on peut se défendre? Enfin, quels conseils vous avez dans ce cas de figure? Moi, je dirais que c'est pas forcément un problème du tout. On entend très bien que si ta tutrice c'est la DRH, bah, tu vas avoir beaucoup de missions DRH. Ça, pour moi, c'est pas un problème. Là où en plus, tu es en début de carrière, donc c'est pas comme si tu avais fait que de la DRH toute ta vie et que tu faisais une grosse bifurcation. Et encore qui pourrait se justifier. Je pense que ton meilleur atout dans cette situation, c'est vraiment de bien lire la fiche de poste. Et si tu fais un entretien où tu montres que tu as bien lu la fiche de poste, où tu es conscient de tes forces et tes faiblesses par rapport au profil qui est recherché sur la fiche de poste, mais encore une fois, personne ne te reprochera de ne pas être un expert DAF pour ton premier poste, au contraire. Et si après, tu sais bien faire, tu sais bien montrer que tu sais d'où tu pars avec tes missions avant tout DRH, mais que tu sais tisser des liens avec la fiche de poste et avec les missions DAF, je sais pas, sur la gestion du T1 PNM, etc., ou juste le management, ou juste l'expérience de conduite de projet, ou de la data, ou des affectations analytiques, j'en sais que sais-je, bah, personne ne pourra te le reprocher et ça montrera même que tu as de la suite dans les idées. Faut pas partir défaitiste en disant, faut pas du tout faire ça en disant, oula, je suis pas légitime à candidater sur un poste de DAF. Tu as ton stage. On sait tous comment est choisi le stage en début d'année, etc. On n'a pas toutes les cartes en main, on n'a pas tous les codes. C'est pas du tout pénalisant d'avoir des missions centrées sur un endroit. De toute façon, on a un métier qui est polyvalent par nature et il y a forcément des compétences que tu pourras raccoler à la fiche de poste.
Et c'est toujours un plus d'avoir une vision plus transversale, de pas qu'avoir fait une seule spécialité. Donc non, non, je pense que c'est pas du tout un frein et tu n'as pas à t'en faire par rapport à ça. Mm. Oui, moi je rejoins Arthur. En fait, je pense que le principal, c'est de pouvoir argumenter pourquoi tu souhaites candidater sur ce poste et d'avoir en fait des billes sur le poste, de bien lire la fiche de poste et de pouvoir le rattacher aussi à quelques missions, quelques petites choses aussi que tu as pu observer en dehors de ton périmètre de mission pendant ton stage. Donc je suis d'accord, en fait, c'est pas une porte qui se ferme. Et peut-être pour faire le lien aussi avec les D3S qui fonctionnent donc plutôt par secteur, nous, dans notre promotion, on a des élèves qui ont fait des stages dans un certain domaine, par exemple dans le handicap, et qui ont pris leur poste dans le secteur des personnes âgées. Donc, c'est pas du tout quelque chose qui va être cloisonnant. Le principal, c'est d'avoir un projet clair et de pouvoir l'argumenter en fait le jour J et que ça tienne la route. Merci. Je précise que j'ai pris ces exemples, mais ça ne révèle pas mes aspirations. C'est- Ça ne révèle rien. On n'en tiendra pas rigueur. Ça, c'est toi qui gères. Parfait. C'est ça. Pour rajouter un argument, il faut avoir conscience que les recruteurs, en fait, sont très bienveillants hein, au global, puisque ce sont tous des collègues, ils connaissent bien la situation dans laquelle vous êtes, ils l'ont vécu et pour certains d'entre eux, c'était il y a longtemps, mais ils connaissent bien. Et oui, ils recrutent régulièrement des élèves directeurs. Il faut se rendre compte, par exemple, qu'en CHU, on recrute presque des élèves tous les ans, ou tous les 2 ans, ou tous les 3 ans. Donc, en fait, dans les grosses équipes, les DG sont très rodés. Et en fait, il faut se rendre compte que les recruteurs sont très, très contents de vous voir arriver parce qu'en fait, vous arrivez avec des compétences d'un niveau très élevé. Il faut en avoir conscience. Et vous allez aller dans les territoires, vous pourrez partir dans les territoires, dans des endroits où recruter des compétences de ce niveau-là, c'est quand même très compliqué. Et en fait, votre arrivée, elle est très attendue. Et vous êtes sur un marché du travail où le nombre de postes vacants de directeurs reste très important. Et donc, certes, c'est ce que disait Arthur, le directeur vous choisit, mais vous choisissez aussi. Et c'est aussi au directeur d'être un peu attractif. Et en fait, les chefs d'établissement, pour certains d'entre eux, ont compris le système et certains d'entre eux élaborent des stratégies, c'est-à-dire ils vont très vite, ils font le choix d'aller très vite, de proposer des entretiens très vite pour justement vous recruter les meilleurs d'entre vous le plus vite possible. Et donc, s'il y a une course un peu entre vous, il y a aussi une course entre les chefs d'établissement. Et c'est vrai qu'il y a certains chefs d'établissement qui comprennent ce système-là, d'autres qui l'ont pas aperçu et proposent des entretiens très tard. Et ça, du coup, souvent, ils sont un peu déçus parce que du coup, ils se retrouvent avec des gens qui s'étaient positionnés sur des entretiens, mais après qui renoncent parce qu'ils ont déjà été recrutés sur la première ou la deuxième semaine. Après, enfin, pour compléter Clément, ce que tu dis, et c'est très juste hein, sur la célérité de certains chefs, si jamais pour vous la procédure dure un peu, dites-vous bien que ça ne reflète rien de votre valeur en tant que futur professionnel. Cette procédure, elle reflète enfin, qui vous êtes à ce moment-là. Et ça arrive de planter un entretien, de ne pas renvoyer la meilleure version de soi-même face à un DG, etc. C'est un exercice qui est stressant, qui est nouveau pour beaucoup d'entre vous. Donc voilà, enfin, si jamais ça ne fonctionne pas sur les premiers entretiens, bah, passez à la suite, ne vous découragez pas et dites-vous bien que ça ne reflète absolument rien de votre valeur en tant que personne. Et enfin, vous le dis d'autant plus que les personnes qui ont été affectées les dernières dans ma promo sont des collègues que j'estime beaucoup et qui, selon moi, sont vraiment d'excellents directeurs d'hôpitaux. Donc, franchement, enfin, là-dessus, si jamais ça doit vous arriver, surtout ne remettez pas en question ce côté-là. Enfin, c'est aussi une procédure qui a une grande part d'irrationnel. Et voilà, il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas. Donc, oui, ça va très vite. Oui, c'est très stressant. Mais ne vous mesurez pas, enfin, ne mesurez pas votre valeur à la manière dont ça se passe pour vous, quoi. Pour ma part, j'ai été recruté, je me suis occupé de la procédure pour toute la promotion. Donc, j'étais vraiment le coordinateur national. Et pour autant, j'ai été recruté sur la troisième semaine et j'ai failli finir sur la quatrième semaine. Puis, bon, j'ai pas l'impression d'être un mauvais directeur aujourd'hui, mais en fait, c'est le jeu de l'époque, le jeu des postes et puis des entretiens de recrutement qui a fait que, pour ma part, ça a duré un
un peu longtemps, c'était un peu stressant, mais ça s'est bien fini. Solven, tu avais une question. Est-ce que vous m'entendez? D'un peu loin, mais oui. Ouais. Bah, c'est que j'ai qu'un ordinateur fixe, donc j'ai pas trop de. Je vais essayer de parler fort. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais, c'est pas mal. Ok. C'est peut-être une question un peu ridicule, mais en fait, je me pose la question sur les fiches de poste, de où est-ce qu'on les trouve? Elles sont envoyées au DNA sur le drive normalement. Ok, merci. Non. Alors, du coup, nous, on n'avait pas de drive. En gros, le CNG les transmet au DNA et les DNA, vous les transmettent par tout moyen. Alors, nous, c'était par mail, mais enfin, voilà, en gros, c'est vos DNA qui gèrent et c'est les établissements qui font remonter au CNG et le CNG fait redescendre au DNA. C'est exactement ça. Moi, j'étais DNA et j'avais reçu toutes les fiches de poste du CNG. Et il faut prévoyez-vous un temps d'analyse des fiches de poste, parce que vous recevez le paquet d'un coup, et il faut au moins 2 jours pour les analyser, enfin, de façon très détaillée, faire toute la matrice que vous a dit Arthur. Et ça prend du temps. Puis il faut prendre le temps si vous avez des conjoints ou des proches avec lesquels vous souhaitez partager ça, d'en échanger avec eux. Donc moi je me souviens, c'était le week-end qui précédait le lundi matin, le go où tout le monde partait. Et donc, ne prévoyez rien, ne prévoyez pas de mariage ce week-end-là. Enfin, ça va, après, vous n'avez pas le choix. Mais en tout cas, essayez d'éviter d'avoir des activités ce week-end. Banalisez-le pour faire cette analyse à froid, avec vos critères à vous, comme l'a dit Arthur. Juste pour faire suite à la question de Solvent sur les fiches de poste, est-ce que elles sont plutôt bien détaillées? Est-ce que ça dépend des établissements? Parce qu'on a eu un peu le même sujet au moment des affectations de stage. On avait des établissements qui proposaient des postes avec vraiment très peu d'indications. On avait du mal à se projeter et à savoir à quoi correspondait réellement le poste. Et donc, est-ce qu'on doit aussi prendre ça en compte dans notre choix ou pas du tout? Alors, il y a deux questions dans la question pour moi. La première, pour moi, c'est largement plus détaillé que le stage long, ce qui est logique puisque le stage long, on le construit aussi beaucoup. Enfin, ça dépend des établissements. Mais là, non, c'est une vraie fiche de poste professionnelle, opposable, et puis aussi sur laquelle sont construites, si je dis pas trop de bêtises, mais sont construites tes évals, sont construites ton positionnement dans l'équipe, qui doivent être utilisables par la suite. Donc, non, non, les fiches de poste sont en général plutôt détaillées. Après, il y a plusieurs choses. Il y a l'analyse, comme Clément le détaillait, qui est vraiment fondamentale de la fiche de poste. Analyse que je conseille toujours de mettre en perspective avec ce qu'en pensent des collègues qui ont un peu plus de bouteilles. En plus de cette analyse, il y a aussi ce qu'on arrive à en obtenir en entretien. Après, la question, c'est est-ce que je considère que toutes les fiches de poste que j'ai lues étaient assez claires pour se faire une idée de si on voulait ou pas. Donc, analyse. Deux, l'entretien qui te permet d'expliquer ce que tu as compris de la fiche de poste et de poser des questions. Ça, c'est super important dans les questions que tu prépares dans ton entretien, de poser des questions sur la fiche de poste. Ça montre que tu l'as bien lu. Si tu dis, par exemple, à la fin de la fiche de poste, vous écrivez à quoi ça correspond. Ça, c'est une marque de sérieux et toi, ça t'aide beaucoup pour mieux comprendre la fiche de poste. Et trois, par contre, c'est vrai que si à l'issue de l'entretien et à lecture de la fiche de poste, il y a des choses qui ne restent pas floues, notamment quand tu regardes l'organigramme, s'il y a des périmètres avec certains collègues qui ne te paraissent pas flous, qui ne te paraissent pas clairs, voire pas du tout clairs, voire se chevauchant carrément, ça, c'est un motif légitime de vigilance à objectiver avec des collègues qui ont plus de bouteilles. Mais ça peut interroger dans un premier temps et ça peut pas être facile d'arriver dans un terrain où en fait le DG souhaiterait en fait que tu prennes un peu l'émission de tes collègues. Ça, c'est un facteur plus difficile. C'est un facteur de vigilance extrême, hein, ça arrive rarement, mais à objectiver. Donc vraiment, normalement, la fiche de poste est claire, c'est issu de ton analyse à objectiver avec des collègues, et l'entretien te permet normalement de comprendre pleinement ce qui va t'être attribué. Venez à l'entretien avec votre fiche de poste annotée, griffonnée, avec toutes vos questions. C'est très bien vu par les recruteurs. Enfin, moi, à chaque fois que je reçois un candidat qui arrive avec la fiche de poste et qui a plein de questions dessus, c'est un très bon signal. Ça montre que vous avez bossé
votre fiche de poste et que surtout, justement, vous êtes posé des questions et que parfois il peut y avoir des zones d'interrogation autour du périmètre. Et en fait, ces zones d'interrogation, elles traduisent les questionnements du directeur lui-même qui est en train de recomposer son équipe, qui a peut-être pas tranché sur le périmètre exact du rattachement de certaines UF ou de certaines des équipes à votre direction. Et donc ça, justement, c'est l'occasion d'en discuter avec lui. Ça peut peut-être faire partie des enjeux de la prise de poste. Tout ça était à aborder à l'entretien. Il n'y a pas de, il y a pas de mauvaise question. Après, par contre, si vous ressortez de l'entretien avec toujours une zone de flou et vous dites mais c'est bizarre, en fait c'est le périmètre du collègue qu'on me donne et c'est pas clair. Effectivement, si c'est toujours flou à l'issue de l'entretien, c'est peut-être pas forcément un bon signal. Ça montre que la prise de poste peut être compliquée parce que le périmètre du directeur adjoint n'est pas clair. Euh, donc ça fait partie des warnings vert, orange, rouge qu'il faut avoir lors de l'entretien. Et finalement, à nouveau, hein, lors de cet entretien, vous aussi, vous cochez, je vais pas dire que vous évaluez votre recruteur, mais quand même, vous évaluez la capacité du directeur à faire un périmètre de directeur adjoint clair dans lequel vous serez à l'aise, le plus à l'aise possible. Et ça, c'est un point important quand on démarre sur un premier poste. Y a-t-il d'autres questions? Moi, j'ai une petite question. J'ai pas levé la main non plus. Vas-y, c'est bon quand même. J'ai, j'ai une question un peu pratique afin d'organiser au mieux, comme tu le disais juste avant, les entretiens et les journées d'entretien. Combien de temps dure à peu près un entretien, juste pour avoir Une un heure. peu une maquette de la journée? Et aussi, j'imagine que c'est plutôt une discussion avec le recruteur, mais ce qui peut arriver d'avoir une mise en situation sur un cas assez pratique, une situation de l'établissement où ça n'a rien à voir et c'est plutôt une discussion entre les deux personnes. Bah, du coup, je pense que c'est une heure à peu près le standard universel, comme 1 heure 45 minutes. Après, ça peut déborder un peu si le courant passe très bien, mais en général, c'est une heure. Ils vont te donner une heure de créneau. Toujours un peu arriver avant et pas être au coup près. C'est bien d'être sur site. En plus, en général, c'est des villes que tu connais pas, donc il faut prévoir le transport sur place, etc. Et après, non, non, pas de mise en situation. Enfin, j'ai jamais entendu parler de ça. C'est vraiment un entretien d'embauche. Et d'autant plus, enfin, moi, pour parler de ce que j'ai connu, mais quand tu es externe, vraiment un entretien. En gros, ils essaient de voir à peu près si tu as le profil qu'ils recherchent. Et après, c'est vraiment un entretien de personnalité. Donc non, non, pas de mise en situation, pas de questions techniques, comme disait Clément. Enfin, je pense ils savent, la plupart des DG ont été là où tu es quand tu passes l'entretien. Ils savent très bien ce qu'ils peuvent te demander ou pas. Enfin, il n'y a pas de compétences techniques particulières à démontrer, sauf si tu bases l'essentiel de ton argumentation sur je suis une brute technique. Là, évidemment, ils peuvent te dire, bon, bah, ok, tiens, mais j'ai jamais eu vent de parce qu'une heure, c'est très court et donc je pense Mm. qu'ils préfèrent se concentrer sur est-ce que ça peut le faire avec les autres collègues Mm. et est-ce que ça incarne ce que je veux incarner plutôt que ça. Par contre, pour compléter et pour rebondir sur ce que tu dis, Arthur, enfin, je suis entièrement d'accord, hein, globalement, les entretiens sont peu techniques. Ça peut être plus, enfin, moi, ça a été beaucoup le DG qui explique sa vision pour l'établissement ou qui a aussi une longue partie, en fait, où il vous présente l'établissement. Donc ça, c'est très important aussi de l'entendre parce que ben, souvent, on ne vous le répétera pas non plus 12 fois. Donc profitez-en aussi pour bien prendre des notes à ce moment-là. Et puis après, alors moi, j'ai eu des entretiens avec les adjoints. Par exemple, j'ai rencontré la DAF, qui était DAF à l'époque, et j'ai rencontré le directeur de la performance. Donc du coup, mais ça, on vous le dira à l'avance. Mais moi, effectivement, les secrétariats m'avaient calé, du coup, dans une journée, 3 entretiens. Voilà, donc ça dépend vraiment des méthodes des DG. J'ai aussi entendu un établissement en Île-de-France où les entretiens sont collectifs, où c'est le CODIR en fait qui recrute les adjoints. Donc en fait, enfin voilà, chaque établissement a aussi sa patte et sa méthode là-dessus. Donc laissez-vous un peu porter par, enfin, c'est clairement l'établissement qui mène la danse et c'est à vous de vous adapter et de bien répondre. Voilà, enfin après. Les gens cherchent, enfin, recrutent aussi avant tout des collègues et donc du coup ils cherchent aussi à savoir si
bah, vous êtes quelqu'un avec qui ça va être facile de travailler, de communiquer et avec qui on aime être au quotidien. Pas forcément à savoir si vous êtes le meilleur dame du monde et si vous connaissez précisément la rémunération annuelle du PH contractuel motif 2. Enfin, ça, on n'attend pas ça de vous du tout, du tout, du tout en sortie de HESP. Et ça fera pas de vous un meilleur directeur. Alors, peut-être Pour pour... apporter Oui, ouais, vas-y, vas-y, Clément. je t'en prie. Juste pour compléter, non, juste dire que vous avez la possibilité, non, j'ai perdu ce que je voulais dire. Oui, voilà, il est possible que certains chefs d'établissement vous fassent visiter l'établissement. Je pense notamment dans les centres hospitaliers, pas forcément en CHU, mais souvent en centre hospitalier, dans une optique aussi d'attractivité. Ils vont vous faire enchaîner l'entretien avec une visite. Parfois, le chef d'établissement l'a fait lui-même, ou l'assistante de direction, ou le secrétaire de direction, ou un directeur adjoint. Aussi pour vous donner envie de venir, en vous montrant l'établissement, en vous montrant physiquement où se situent les services et en vous explicitant les projets à la lumière d'une visite. Ça arrive de temps en temps. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que l'entretien avec le DG, parfois il peut aussi se faire avec le président de CME. Ça se voit un petit peu plus dernièrement. Ça reste assez rare, mais ça peut arriver parce que il y a certains directeurs qui aiment bien associer le président de CME au recrutement de certains directeurs adjoints. Et donc ça peut arriver aussi. Et oui, juste pour compléter, je pense que ce qui est vraiment important aussi, c'est de montrer votre motivation, en fait, tout simplement. Montrer votre motivation pour le poste, montrer que vous vous êtes vraiment renseigné sur la fiche de poste, sur le poste, sur l'établissement. Et je pense que ça fera déjà beaucoup, en fait, de montrer votre détermination et de montrer, en fait, que vous êtes vraiment intéressé par ce poste-là. Par le lieu. Enfin voilà, je pense que ça, c'est aussi important. Merci beaucoup pour vos réponses. Ça me fait penser, je fais une petite incise avant éventuellement d'autres questions. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais pensez vraiment essentiellement, votre dernière question de l'entretien, ça doit toujours être, c'est quoi les prochaines étapes? Parce que ça va vous donner de la perspective pour la suite. Des fois, il y a 2, 3 tours. Après, comme disait Clément, des fois, quand il y a 3 tours, ils passent à côté des candidats qui sont pris ailleurs, donc ils sont déçus, mais pensez toujours bien à demander à la fin de l'entretien. De toute façon, vous les noterez dans la préparation de votre entretien, mais votre dernière question, c'est toujours c'est quoi la suite et sous quel délai vous pensez revenir vers moi. Ça, c'est tout à fait possible de me demander, il faut le faire. Et il est toujours bien vu de remercier un DG pour le temps qu'il vous a accordé en entretien, évidemment à la fin de l'entretien, mais ça peut aussi faire bien, après ça c'est mon avis personnel, je sais que c'est un peu parfois controversé, mais d'écrire un petit mot en disant merci encore pour les échanges de tout à l'heure, je réitère ma motivation. Alors faut doser pour pas que ça fasse non plus gros forceur, si je peux m'exprimer ainsi, mais voilà, en tout cas des remerciements pour le temps qu'on vous a accordé et pour les échanges, ça peut être bien, surtout si il se passe 2, 3 jours et que vous n'avez pas de nouvelles, ça peut permettre de relancer la conversation et de faire repartir votre nom sur le haut de la pile. Voilà, si jamais. Mais après, ça, c'est un peu chacun voit midi à sa porte sur ce type d'échange et de relance. Vous voyez aussi comment vous le sentez, si ça s'y prête ou pas. Enfin, voilà, il n'y a pas de règle figée gravée dans le marbre du tout. Je pense qu'on espère que ça vous avait été utile. Voilà, on tenait à le faire et merci d'ailleurs au DNA des 2 promos qu'on a contactés de nous avoir permis de faire ça en articulation avec ce qui vous prépare. L'idée, voilà, ça va sans doute faire germer plein d'autres questions ou des questions que vous voulez nous adresser. Donc, vraiment, n'hésitez pas, on est là pour ça, pour que vous passiez une procédure d'affectation puis une prise de poste, mais on aura l'occasion de se reparler d'ici là pour que vous passiez une procédure d'affectation la plus sereine possible et qui vous permette de montrer la plus grande part de votre potentiel. Donc, c'était très sympa de faire ça. Tout est dans le guide. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Vous avez les contacts dans le diapo qu'on va peut-être vous envoyer. Je ne sais pas, on voit avec l'ADN tout de suite. Et puis, à bientôt à tous.
Et dites-vous bien que vous ne jouez pas votre vie professionnelle là-dessus. Enfin, détendez-vous et ça va globalement bien se passer. Vous en sortirez tous vivants et si ça se passe mal, vous changerez de poste et ce sera pas grave. Voilà. Très bien dit. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin et avoir des entretiens plus individuels, plus personnalisés, des relectures de CV, de lettres de motivation, qu'on passe beaucoup de temps à vos côtés dans cette période de la période estivale, ben on a ouvert une hotline avec le SMPS pour ça, comme on l'avait fait l'an dernier. Et on répondra on fera des entretiens individuels avec vous et un suivi personnalisé aussi pendant toute la période avec plaisir. Et pour cela, on vous invite à adhérer au SMPS, c'est pas très cher et vous verrez On est même les moins l'accompagnement. chers, hein, je crois, Clément. Nous sommes le syndicat le moins cher. J'ose pas trop le dire comme ça fait un peu Leclerc dit comme ça. Mais non, donc non, sérieusement pour vous dire que vous y trouverez de l'intérêt vraiment avec un accompagnement en plus vraiment très personnalisé, parce que tout peut pas se dire dans un webinaire comme ça avec 50 personnes bien sûr, et donc faut aussi qu'on puisse vous avoir au téléphone et puis échanger directement avec vous pour quelque chose de plus bien adapté à votre situation. Bon courage à tous. Merci à bonne tous soirée. pour votre présence et n'hésitez pas. Merci. Bonne soirée tout le monde, au revoir. Bonne Merci. soirée. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée.